Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Chaque mètre carré sur notre Terre est utile à la biodiversité, que ce soit dans une forêt ou dans des zones rurales, mais aussi en milieu urbain et industriel. Dans cet épisode, nous partons à la découverte de l'association Biodiversio, qui œuvre notamment à renaturer des zones artificialisées, redynamiser la faune locale et créer des trames vertes. Je reçois aujourd'hui Emmanuel Régent, le président fondateur de cette association, un entretien mené à distance. Bonjour Emmanuel, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter donc la genèse de Biodiversio, s'il vous plaît? Eh bien, moi personnellement, je suis un naturaliste amateur. Je suis né avec cette passion, je n'ai pas pu en faire mon métier, ce qui fait que depuis plus de 40 ans, je suis en milieu associatif naturaliste dans divers branches et spécialités. Et j'ai occupé tous les postes jusqu'à un poste de président de la plus grosse association locale. L'idée de Biodiversio m'est venue lors du dernier confinement, enfin du premier confinement plus exactement, maintenant, donc il y a exactement un an. C'est-à-dire, comme beaucoup de professionnels, j'ai eu une très forte chute de mon activité puisqu'on était totalement confinés. Et j'ai la chance d'avoir un grand jardin et d'avoir pu être confiné dans ce jardin-là. Et là, les événements ont fait que il y a quelque chose de criant pour moi, c'est qu'on était vraiment sur une urgence climatique absolue, enfin, de mon point de vue, puis de la part de beaucoup de gens, hein, principalement des scientifiques, mais pas que, et qu'il faut agir vite. Or, avec les 40 années de recul que j'ai au niveau associatif, on fait de très très belles choses à ce niveau-là, et heureusement que les associations sont là, et heureusement qu'elles sont nombreuses. Mais une association, lorsqu'elle met en route une nouvelle idée, il faut souvent plusieurs années pour que cette idée soit efficace sur le terrain, simplement parce que au niveau naturaliste, on va travailler sur un terrain, au sens propre du terme, qui est généralement un terrain qui appartient à autrui, soit à la collectivité, soit à un terrain privé. Donc, pour arriver à quelque chose de cohérent, c'est toujours assez long. Et 3 ans est une durée, on va dire, correcte. Bon, après, ça roule. L'autre point assez curieux qui m'a fait réagir aussi puis créer cette association, c'est que c'était au mois de mars, comme cette année. Et au mois de mars, ce sont les premières tontes de pelouse. Alors nous, ça fait des années que l'on communique sur le fait qu'il faille diminuer le nombre de tontes et surtout ne pas faire les premières tontes au printemps, parce que les pelouses sont fleuries normalement, sauf si elles sont vraiment massacrées sans arrêt. Et une pelouse fleurie au printemps, ça permet à tous les butineurs de pouvoir survivre à la fin de l'hiver. Et si on prend pas 2020 mais 2019, le printemps avait été catastrophique. Il y avait eu, si on prend pour les abeilles domestiques, hein, c'est là où on a plus de recul, il y avait eu, je crois, jusqu'à 20% de mortalité sur les abeilles domestiques parce qu'elles n'avaient pas de quoi manger au printemps. Et il faut savoir que les fleurs de pissenlit, les pâquerettes et autres sont une réserve de pollen pour les abeilles. Bon, ça fait des années qu'on communique sur le sujet, avec très très peu de réussite. Bon, l'idée avance. Et étant un professionnel, enfin, moi-même venant du monde de l'assurance et connaissant le monde de l'entreprise depuis de nombreuses années, je me suis dit, sur les zones industrielles, il y en a partout, sur toutes les communes. Hein. Toutes les communes ont construit des zones d'activité artisanale et autres. Donc, ça couvre tout le territoire. Je me suis dit que là, si les professionnels se mettaient au moins pour 10% d'entre eux à faire ce qu'on appelle de la gestion raisonnée de leur foncier, c'est-à-dire diminuer les tontes, c'est déjà une économie pour eux, et leur expliquer l'intérêt de diminuer la tonte, ça pourrait faire des exemples pour tout à chacun de voir qu'une pelouse qui n'est pas tondue tous les jours peut avoir son charme. Entre autres, actuellement, avoir une pelouse fleurie. C'est sûr. Et donc, je me suis dit que l'exemple visuel serait peut-être plus efficace que les longs discours sur les réseaux sociaux et autres. Bon, voilà, donc j'ai réfléchi à ça, et puis là, je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr,
On parle du problème de l'artificialisation des sols. On agit beaucoup on agit beaucoup. On écrit beaucoup dans ce domaine et on n'arrive toujours pas à agir, hein. C'est-à-dire que les collectivités continuent à stériliser les sols de manière hyper importante, bien que depuis déjà de nombreuses années, l'État essaye de ralentir le flux. Mais c'est compliqué. Hmm. Maintenant, je me suis dit, moi, toutes ces surfaces-là, il y a peut-être moyen de la même manière qu'on peut moins tondre les pelouses sur ces surfaces-là, de créer des îlots de biodiversité. Parce qu'on s'est aperçu avec le temps que même 1 mètre carré préservé était utile à la nature. Hein, il y a quelques années, on pensait qu'il fallait préserver des milliers d'hectares pour préserver la nature. Il faut faire, hein, c'est toujours important. Mais on sait aujourd'hui, parce que on sait que les insectes, les oiseaux évidemment, et même pour les oiseaux, on a des surprises. Donc même les plantes via les graines se déplacent énormément. Et qu'à partir du moment que l'on fait des petits points de chute un peu partout, donc ce que j'appelle des îlots de biodiversité, on aide à la nature à la préserver, d'autant que si on couvre le territoire, ces îlots seront tous différents d'un endroit à l'autre. Mon idée était née, c'est-à-dire utiliser les zones d'activité et économique pour en faire des zones de biodiversité. Ça paraît totalement paradoxal, mais l'idée a vite accroché, hein. Je me suis retourné vers mon réseau de professionnels et d'élus que je connais. Je leur ai posé la question pour savoir si elle était totalement saugrenue ou pas. Et j'ai eu un accueil très favorable. Donc à partir de là, on a creusé l'idée. Et j'ai donc monté une association de chefs d'entreprise, qui s'appelle Biodiversion. Alors pourquoi une association de chefs d'entreprise? Tout simplement pour les mettre en valeur. Parce que ils sont comme nous, hein, vous et moi. Je m'intéresse à tous les chefs d'entreprise, hein, on en parlera peut-être par la suite, mais un chef d'entreprise est maître chez lui, il est souvent propriétaire de son foncier. S'il est locataire, ça appartient souvent à une collectivité ou à un autre professionnel. Et s'il est volontaire, il agit. Et ça peut aller très très vite. C'est-à-dire que lorsqu'un chef d'entreprise vous dit oui, vous pouvez compter sur lui et on aura une action probante dans les semaines et les mois qui suivent. Donc voilà. En plus, l'intérêt des chefs d'entreprise, du reste comme tout le monde, ils sont également en réseau. Et les réseaux des chefs d'entreprise, ça s'appelle des organisations patronales, pardon. Oui. Vous avez le MEDEF, vous avez la CPME, vous avez des organisations comme la Chambre des métiers. Donc, en travaillant avec eux, on peut travailler donc le réseau, ce qui est indispensable aujourd'hui. Mais l'accueil est très favorable. Oui, et du coup, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors, vous pouvez rappeler, hein, donc c'est pour l'instant, vous êtes en Indre-et-Loire, hein, c'est ça? Bien diversion. Alors, pour la création, il se trouve que moi, j'habite dans le Loir-et-Cher. Loir-et-Cher, oui. J'avais d'abord réfléchi à l'échelle du département, parce que quand on monte une association, il faut réfléchir aux bras qui vont y travailler. Donc, quand vous créez quelque chose, autant créer à proximité de votre domicile, c'est le plus simple. Mais dès que j'ai contacté la TCI du Loir-et-Cher, par exemple, leur premier réflexe, c'était de me dire, mais les autres projets, c'est au minimum régional. Donc, on s'est construit sur la région centre, euh, avec le MEDEF du 41, avec la CPE du 41, avec le département du Loir-et-Cher, mais tout de suite, on a été rejoint par la Chambre des métiers au niveau régional et on a été rejoint, entre autres, par des entreprises nationales, puisqu'on a comme partenaire fiducial à Pave, des grands groupes comme cela. Donc, on démarre sur la région centre, mais l'association est prévue pour être dupliquée, pour être virale. D'accord. On a fait un cluster au niveau de la région centre. On espère en créer sur toutes les régions de France. Voilà, donc pour essaimer un peu comme les graines un peu Absolument. partout, voilà. Exactement. Et donc du coup, vous avez évoqué différentes typologies d'entreprises, hein, justement. Est-ce que les toutes petites entreprises aussi sont concernées, par exemple, pour ce projet? Principalement, je dirais les toutes petites parce que ce sont les plus nombreuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les premières entreprises qui ont agi pour la biodiversité, sur la demande du gouvernement, hein, c'est rare qu'elles soient venues d'elles-mêmes,
On leur accusait de faire du greenwashing, mais ce sont des multinationales qui avaient besoin d'améliorer leur image. Donc on est parti là-dessus. Aujourd'hui, ça évolue pour des choses quand même beaucoup plus pragmatiques et plus réalistes, hein. C'est-à-dire c'est toujours les grands groupes qui sont moteurs. On parle de porte-avions, hein, au niveau entreprise. Mais aujourd'hui, les gouvernements ne s'appuient toujours que sur les grands groupes qui ne représentent que, je ne sais pas, 2-3% du nombre d'entreprises sur un territoire. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est un maillage d'îlots de biodiversité sur l'ensemble du territoire. Donc, ça intéresse les entreprises unipersonnelles, les artisans, voire pourquoi pas les commerçants, hein, parce que même en centre-ville, on peut faire quelque chose sur un mètre carré. Donc, c'est l'ensemble des entreprises. Et par exemple, à l'échelle du Loir-et-Cher, de cette manière-là, vous avez 10 000 entreprises. Donc, sur 10 000 entreprises, si vous en avez 3% qui sont motivés, ça fait déjà du monde. Oui, c'est sûr. L'une des particularités de Biodiversio, c'est que ce qu'on propose, nous, c'est du clé en main au chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va le voir, il va le voir. Hop, excusez-moi, j'ai un problème de casque. Et à partir de ce moment-là, on réfléchit avec lui par rapport à son foncier, qu'il a ou qu'il n'a pas. S'il a un foncier, ce que l'on peut faire dessus, suivant la surface, suivant l'état du foncier, ça peut être 100% bitumé, mais il y a toujours des solutions. Il peut y avoir de la verdure entretenue, donc généralement c'est un ESAT qui va s'occuper des espaces verts. Donc on va voir avec eux justement comment tondre différemment. Ça peut être toute autre chose, mais il y a vraiment plein de solutions, que ce soit au niveau horizontal, même vertical, hein. On peut travailler un mur ou simplement les clôtures. On peut végétaliser les clôtures. Et là, on a des millions de kilomètres de clôtures potentielles. Et si le chef d'entreprise a son entreprise au 5e étage d'un immeuble sans balcon, parce que même sur un balcon, on peut faire quelque chose, eh bien, on va essayer de l'associer avec d'autres chefs d'entreprise de son cas pour travailler sur le terrain de quelqu'un, enfin, d'un de ses collègues qui connaît sans doute, sur la ZAC la plus proche, et à plusieurs petites entreprises, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Voilà. Parce que les budgets, il faut bien savoir une chose, la biodiversité, ça coûte pas cher, voire ça coûte rien, si on s'y prend bien. C'est même source d'économie, si on s'y prend très très bien. C'est source d'économie après un changement de paradigme. Il faut voir les choses autrement. Et c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement simple, puisque pour qu'elle revienne, la première chose à faire, c'est de rien faire. Mais extrêmement compliqué parce que si on veut qu'elle revienne assez rapidement, hein, si on ne veut pas attendre 50 ans, si on ne veut pas faire comme Tchernobyl, Tchernobyl c'est revenu, mais il a fallu 15-20 ans. Il faut l'aider et faire ce qu'on appelle donc de la biodiversité augmentée. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez préciser un peu plus la biodiversité augmentée? C'est quoi exactement? La biodiversité augmentée, c'est un concept je ne sais pas si le terme a été inventé par moi, ça m'étonnerait, mais par un groupe de jardiniers avec qui je suis depuis longtemps, qui est dans un réseau européen qui s'appelle Orcus, où ce sont des jardiniers qui travaillent la biodiversité au sein de leur jardin pour ne pas avoir à traiter. Tout simplement parce que quand vous avez ce qu'on appelle une zone équilibrée, un jardin équilibré d'un point de vue de biodiversité, il n'y a pas de notion de parasites parce que les prédateurs sont là. C'est-à-dire que si vous avez des pucerons qui arrivent, et ils arriveront, ils vont rester 15 jours en place, le temps d'évoluer sans être envahissants et disparaîtront après. Donc, et ça, c'est grâce à un jardin équilibré. Pour arriver à un jardin équilibré, eh bien, il faut le cultiver. De la même manière qu'on va cultiver dans son jardin plusieurs espèces de tomates ou plusieurs variétés de potiers, eh bien, on va cultiver la nature, c'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre de spots, le nombre d'endroits favorables à différentes espèces. Moi, par exemple, qui ai un jardin qui est en bord de rivière, donc en zone humide, je vais m'arranger pour créer des zones sèches. Voilà, c'est un peu paradoxal, mais de cette manière-là, bon, c'est pareil, j'ai planté des arbres qui sont adaptés, donc des saules, parce que des saules et des chênes sont des arbres qui accueillent la plus grande biodiversité en Europe. Et là, par exemple, actuellement, les abeilles qui butinent les fleurs de saule sont des abeilles des sables. Sur une zone humide, moi, je trouve ça extraordinaire.
Ouais, non, ça c'est sûr. Et on dit généralement que qu'un mètre carré donc de maïs est mieux valorisé qu'un mètre carré d'arbre. Comment vous pouvez contrer cette aberrante vérité finalement? Bah, cette aberrante vérité, c'est la PAC actuelle qui le veut, hein. C'est-à-dire qu'un Hmm. agriculteur a tout intérêt financièrement à planter un mètre carré de maïs supplémentaire, si besoin est, à arracher le mètre carré de haie qui l'embête en ce sens. Ça, c'est bêtement économique. Voilà. Alors, le contrer, c'est au niveau agricole en France, je trouve ça extrêmement compliqué pour des raisons qu'on ne va pas développer ici, qui sont nombreuses. Donc la meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser justement les terrains des collectivités et des propriétés appartenant aux entreprises pour replanter les haies. Parce que je crois qu'aujourd'hui, j'ai plus les chiffres en tête, mais quand on plante 1 kilomètre de haie, on en arrache toujours deux, même aujourd'hui. Mais bon, voilà. Et bon, ce qui est dramatique dans l'arrachage des haies, c'est qu'il faut 15 ans pour faire une haie. Donc, quand vous arrachez une haie, vous arrachez 15 ans de travail à minima, quand c'est pas beaucoup plus. Et donc, la haie que vous allez planter, il va falloir attendre 15 ans pour qu'elle donne son plein rendement. Donc, on oublie ça aussi dans la différence entre l'arrachage et la plantation d'haies. Mais le contrer frontalement, non, il faut malheureusement, on ne peut rien faire. C'est l'économie agricole d'aujourd'hui qui veut ça. D'accord. Et concrètement, alors comme pour une entreprise, comment ça se passe? Est-ce que Biodiversio met en relation avec des entreprises locales pour faire ces actions de biodiversité augmenter? Est-ce que l'association prend une commission? Comment l'association vit en fait ce Bah, modèle? l'association, bon, déjà, demande à avoir des adhérents qui payeront une cotisation. Cette cotisation sera différente suivant la taille de l'entreprise. On a également des particuliers, hein. La cotisation de base est de 20 euros, que vous soyez un particulier ou une petite entreprise. Après, D'accord. ça va dépendre du nombre de salariés, mais voilà. Pour vous dire, une multinationale est plafonnée à 1000 euros, hein. Donc, Ok. c'est vraiment rien, pour, en termes d'adhésion, parce que on ne veut pas que l'adhésion soit bloquante, que même les particuliers peuvent adhérer, il y a aucun souci. Donc, on a l'adhésion. Après, on va nous faire une proposition de pilotage. C'est-à-dire que lorsque le chef d'entreprise est intéressé, donc on va déjà lui demander de devenir adhérent. Logique. Euh, Ensuite, on va regarder avec lui ce qu'il est possible, ce qu'il a envie de faire, parce que les gens motivés ont des idées, hein, parfois des idées simples qu'ils ont vues dans la presse ou ailleurs. On regarde si c'est transposable sur l'entreprise ou pas, et on propose des solutions. On propose ce qu'on appelle différentes zones possibles en fonction de l'environnement, que ce soit au niveau pelouse, au niveau fossé, clôture, mur, etc. Même verger, hein. On a des demandes pour. Là, par exemple, j'avais un chef d'entreprise qui allait planter, sous conseil de l'entreprise générale qui faisait les travaux de planter des érables. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, c'était des érables champêtres, donc déjà une essence locale, mais si tu plantais une seule espèce, eh bien, quand j'ai quitté l'entreprise, ils allaient faire un verger, quoi. Donc, ils allaient planter plusieurs espèces de fruits. Donc voilà, on propose ce type d'idée. Euh, on propose un pilotage, hein, que l'on va se faire rémunérer. Donc on propose, en fonction du temps passé, euh, une, comment dire, une convention avec l'entreprise, hein, D'accord. de manière absolument classique. Et ensuite, on sera maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'on ira voir d'une part les professionnels locaux, c'est-à-dire que ceux qui travaillent déjà sur place sur l'entretien. Parce que si je reviens à l'exemple de ma pelouse, il faudra trouver le moyen pour réserver, non pas forcément 100% de la pelouse, hein. Généralement, on va réserver un carré de pelouse qu'on va mettre en évidence, qu'on va entourer avec une petite clôture de bois, hein, pour que ce soit joli et pour que l'entreprise d'entretien n'aient pas à se poser de questions. C'est-à-dire qu'ils vont tondre d'un côté de la clôture et ils vont laisser pousser de l'autre côté.
Et ça permet comme ça d'avoir un visuel plutôt sympathique, une chose relativement simple pour la société qui entretient. Donc ça, c'est une chose. S'il faut planter, on ira voir le pépinière local, la pépinière locale, pour savoir s'ils peuvent planter. Alors, au niveau du coût de plantation, soit, bon, c'est évidemment l'entreprise qui va payer. Hein. Si c'est des formes végétales hautes, il y a moyen de trouver des rémunérations hautes, mais aujourd'hui, à petite échelle, c'est pas possible. Mais sur ce principe-là, soit donc c'est l'entreprise d'espace vert ou la pépinière qui va planter les arbres, soit s'il y a des salariés, ça peut être les salariés qui vont participer, parce qu'il est important que les salariés participent au projet. Tout Le à fait. projet ne sera pas viable sinon. Soit même, on peut très bien prévoir une association caritative qui plante les arbres. Hein. Donc tout est possible. Et donc de même, s'il faut faire des gros aménagements, on va regarder quels sont les professionnels locaux, bureaux d'études et autres qui peuvent intervenir. Voilà. On propose, nous, un pilotage sur 3 ans. Alors, pourquoi 3 ans Tout simplement, c'est parce qu'on veut être efficace. Et l'efficacité en biodiversité, c'est pas un coup de baguette magique. C'est-à-dire qu'il faut laisser du temps au temps. La nature met un petit peu de temps. Ne serait-ce qu'un arbre, si vous plantez un jeune arbre, pour être sûr qu'il va vivre et croître, il faut le regarder, il faut le surveiller pendant 3 ans. Surtout aujourd'hui, avec les problèmes de sécheresse, a priori 2021, on est reparti pour une sécheresse estivale assez forte. Donc, voilà, on assure un SAV, si je puis dire, sur 3 ans, sur ce que l'on va faire. Ensuite, on propose aux entreprises de se mettre en lien avec une association nationale locale pour faire un point une fois par an, voire deux, mais une fois par an, ça peut suffire, sur l'évolution de la biodiversité au sein de l'entreprise. Tout simplement parce qu'on a un objectif à terme de faire ce qu'on appelle des trames vertes, hein, même si le terme aujourd'hui est bien précis au niveau national. Mais voilà, de recréer des trames d'un lieu à un autre. Et pour cela, il faut regarder de quelle manière elles fonctionnent. Il faut savoir qu'une zone d'activité professionnelle aujourd'hui est en moyenne à 5 km d'une zone protégée. Donc, vous voyez, c'est tout à fait intéressant de créer des haltes de biodiversité au sein de ces zones artificielles parce que la faune et la flore locale vont pouvoir s'y développer. 5 km à vol d'oiseau ou à vol d'insectes, c'est rien du tout. D'accord. Alors, il y a une question que je pose régulièrement à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre éco? Je le souhaite, mais là j'ai une moi, les gens que je fréquente, oui, forcément. Moi, je fréquente que des gens motivés. C'est vrai que la jeune génération que je fréquente, c'est des trentenaires. Hein, ils sont hyper motivés. Sauf que généralement, ce sont des trentenaires qui ont fait de longues études. Euh, voilà. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il y a un problème social à ce niveau-là, si vous voulez, parce que déjà, même des gens qui ont fait des études sont totalement dépourvus par rapport à ce qu'il faut faire. On sait qu'il y a une urgence parce qu'on l'entend, on le lit, mais voilà, les gens qui veulent agir, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, ne savent pas comment. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a une difficulté. Puis évidemment, la première chose dont tout un chacun a besoin, c'est de pouvoir manger, trouver de l'argent pour vivre tous les mois. Donc généralement, la biodiversité arrive après cette base économique. Donc si socialement, je veux dire, vous êtes dans la mouise, ça va être compliqué pour vous de réfléchir aux petits papillons qui peuvent vous passer à proximité. Donc voilà, la problématique, elle est là. Moi, je pense que les jeunes, ils sont sensibles, euh, mais ceux qui savent ne savent pas comment. Ils ont envie, ils ont envie de bien faire. Je prends toujours parce qu'on sait cette image-là, parce que elle est simple. Souvent, les gens qui veulent bien faire vont planter dans leur jardin un arbre à papillons en se disant c'est bien pour les papillons. Or, c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire.
Parce que l'arbre à papillon, donc, qui est un bullea, est un arbre qui est devenu invasif, qui va pousser partout. C'est vrai qu'il a une floraison impeccable, mais le souci, c'est qu'il va attirer les papillons comme un miroir aux alouettes attire les alouettes. Il y a très peu de pollen dessus, donc les papillons vont se fatiguer pour aller sur l'arbre, mais surtout pour qu'il y ait un papillon, il faut qu'il y ait une chenille. Et cet arbre-là, s'il a été ramené de Chine, c'est parce que en France, bah, il n'y a aucun insecte qui ne le mange. Donc vous n'aurez jamais une chenille ni aucun insecte sur un bout de dégâts. Donc c'est un arbre en termes de biodiversité qui ne sert à rien, qui est très joli. Hein, on peut en avoir dans son jardin, mais il faut faire attention. Mais il sert strictement à rien. Donc si vous voulez avoir des papillons, plantez plutôt un lierre, ce sera hyper efficace. Plantez un saule, plantez un chêne, vous en avez de toutes les tailles, mais ne plantez pas que du boule dégâts. Voilà. D'accord, ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire que bah, le papillon, avant de devenir faufilé, a été une chenille. Et la chenille, beaucoup de chenilles mangent l'herbe dans la pelouse, hein, se trouve au niveau de l'herbe. Bah, c'est pareil. Une pelouse, il faut la laisser se diversifier. C'est pour ça qu'il faut éviter de la tondre et surtout pas la retourner. Parce que une pelouse, les semences de pelouse que vous allez acheter dans une jardinerie, c'est quoi? C'est 3-4 essences de graines, alors qu'une pelouse naturelle, c'est des centaines. Hmm. Et si vous laissez évoluer votre pelouse, eh bien vous allez avoir des herbes, des plantes qui sont adaptées à différents insectes. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des vers de terre, d'une part, parce que vous Ouais. n'allez pas leur casser les pieds, mais vous allez avoir des papillons, des abeilles. Il y a énormément d'abeilles aussi qui vivent dans le sol. Euh, donc voilà, tout ça se tient. D'accord. Ouais, finalement, ouais, c'est, finalement, je pense que Biodiversio peut aussi apporter cette expertise et cette connaissance pour un peu faire aussi de la pédagogie finalement hein, autour de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez un site internet, quelque chose comme ça au niveau de Bah, au l'association, jour comment on d'aujourd'hui, peut vous contacter? donc un site internet, ça coûte des sous, enfin, si on veut le faire bien, si on veut. Et donc il est en plein travaux là, on travaille dessus, mais il devrait sortir d'ici un mois ou deux. Enfin, j'espère dans le mois qui vient. En tout cas, Voilà. dans l'année, ça c'est sûr qu'il y aura Ouais. des informations. Voilà. Biodiversion n'a que 3 mois, donc il faut tout créer. Oui, officiellement, ouais, 3 mois, d'accord, effectivement. Bon, bah super, bah, merci beaucoup Emmanuel pour cet échange. De rien, au Euh, plaisir. et puis, euh, et puis donc, bah, j'encourage tout le monde, bien évidemment, à aller se renseigner pour essaimer cette association un peu partout sur les Oui, oui, alors, il territoires. faut savoir que pour essaimer, il suffit que vous soyez un groupe de copains de 3 ou 4. Et de la même manière qu'on va faire, entre guillemets, du pilotage d'entreprise, on va faire du pilotage associatif. Parce que, C'est bon à savoir, oui. oui, oui, nous, ce que l'on veut, c'est vraiment dupliquer l'association un peu partout. Voilà, c'est en train de se faire. Là, bon, c'est pas un réseau toujours, mais on est en train de travailler avec une association de la Normandie. Là, on vient de se rapprocher grâce à l'Office régional de la biodiversité de la Bretagne. Euh, on a des attaches sur Lyon, mais pour nous, ça fait un peu loin. Il y a Toulouse aussi qui bouge, il y a le nord de la France. Hmm. Et bon, aujourd'hui, on se structure sur la région centre. Mais s'il y a de quoi structurer quelque chose par ailleurs, je dis qu'il faut au moins 2 ou 3 personnes motivées. On peut vous aider pour créer une antenne biodiversive là où vous habitez. D'accord. Est-ce que ça peut être éventuellement des associations déjà présentes sur place qui ont un peu, entre guillemets, le label Biodiversio ou ce genre de choses? Bah, oui, bah, nous, si je prends le cas de la Normandie, c'est une association qui s'appelle Planétaire, qui travaille justement pour replanter des haies au niveau local, et on a signé une convention entre nous. C'est-à-dire que nous, on leur apporte notre savoir-faire sur les zones industrielles, parce que donc ils vont y travailler. Eux, justement, sont plus agricoles en termes de plantation de haies, donc c'est un apport qui nous donne à Biodiversio, puisque nous, on s'est vraiment penché sur le côté professionnel. Bon voilà, on travaille comme ça par convention, mais c'est tout à fait possible. D'accord. De toute manière, on travaille systématiquement avec les autres associations, puisque ce que l'on veut,
c'est une fois qu'on a essayé d'implanter de la biodiversité quelque part, c'est qu'elle soit suivie par l'association locale. Bah oui, logique. D'accord. Eh ben, dis donc, parfait. Merci pour cette précision, qui, je pense, est très importante. En tout cas, bah, je vous dis merci pour tout, Emmanuel, et puis en longue vie, j'espère, à Biodiversio. Bah, j'espère aussi. Bonne journée à vous. Vous venez d'écouter un épisode de Génération Éco. Merci pour votre écoute. Merci pour vos partages et commentaires. Cela soutient énormément ce podcast et je vous dis à bientôt sur Génération Éco.